Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est un tout nouveau format que je vous propose aujourd'hui, le Ciné-Converse. Alors, déjà on va commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est le Ciné-Converse. Alors le Ciné-Converse c'est un format dans lequel on parle cinéma en général et pourquoi pas même peut-être partir en couille sur d'autres sujets, c'est au choix en fait. Mais ce mois-ci, j'ai décidé de parler des sorties et des films que j'ai vus ce mois de juillet. Il y a eu énormément de sorties ce mois-ci, il y a eu les 4 Fantastiques, Superman, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, des films intéressants, d'autres pas très intéressants, des films que c'est cool d'en parler, d'autres films qui sont pas cool d'en parler. Et voici un peu, là j'affiche un peu tout ce que j'ai vu ce mois-ci, je vous laisse votre esprit vous s'imprégner de ces images. Voici les films dont je ne vais pas parler parce que certains ne méritent peut-être pas un temps de parole et d'autres que je garde pour une future vidéo dédiée entièrement à ces films. Par exemple Monster Hunter, je prévois une vidéo sur Monster Hunter, j'aimerais beaucoup parler de cette licence que j'affectionne tout particulièrement et de ce film que je n'affectionne pas particulièrement. Donc maintenant que vous êtes au courant des films dont je vais parler et de ceux dont je ne vais pas parler, je vais séparer en deux parties la vidéo. Donc tout d'abord les films que j'ai découverts ce mois-ci, pas les sorties, et ensuite je parlerai du coup des sorties ciné du mois. Et on commence sans plus tarder avec Jason X. Alors, Jason X, c'est le 10e film officiel, si je me trompe pas, de la saga Vendredi 13, que j'aurais beaucoup aimé voir avec 13 films, mais le monde est triste, j'ai envie de vous dire. Donc, Jason X est un film réalisé par je sais pas qui, j'ai pas pris des notes, je parle vraiment du film lui-même en fait. C'est un film qui n'est pas bien. Voilà, c'est un nanar, c'est pas ouf. Si vous avez vu, ne serait-ce qu'un Vendredi 13, vous avez vu Jason X, il y a aucune nouveauté, rien du tout. Cependant, il faut le regarder. Pour une seule et bonne raison, les 15 dernières minutes du film sont oufissimes. C'est très simple, il y a un moment, tout du long en fait du film, les réalisateurs se disent on fait Vendredi 13 dans l'espace, et même ça c'est raté, genre ils arrivent pas à faire un Vendredi 13 dans l'espace, et je trouve ça fou. Mais dans les dernières 15 minutes, ils se disent « Ah mais putain !» Ça se passe dans le futur, notre histoire. Et du coup, on part dans le futur. Et comment on le ramène tout ça dans le futur ? Il y a un putain de cyborg qui devient Milla Jovovich Prime dans les dernières 15 minutes du film. Et Jason devient un cyborg tueur. Et c'est absolument fabuleux. Et à partir de ce moment-là, le film devient fun. Le film est cool à regarder dans ces 15 dernières minutes. Et c'est chiant parce que le film est déjà pas très long. Mais ça veut dire que tu te fais chier pendant 1h15. Et après, c'est les 15 minutes, je ne compte pas le générique, bien sûr, hein, je vous rassure. Mais voilà, ces 15 dernières minutes où c'est complètement assumé. Et en fait, j'ai vu le film parce que je connaissais une anecdote à propos. C'est-à-dire que, en fait, à la fin du film, Jason est projeté dans une simulation. Les héros projettent Jason dans une simulation où ils lui font apparaître des victimes clichés du tueur. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est littéralement un dialogue du film. Donc ça veut dire qu'il projette des femmes, 2 femmes, qui se dénudent en proposant à Jason du sexe, de l'alcool et de la drogue. J'adore cette scène, elle n'a aucun putain de sens. La manière dont Jason tue en plus la simulation, elle est à mourir de rire, c'est génial. Et ça se finit comme n'importe quel nanar, si vous avez vu Dracula 3000, ça se finit à peu près de la même manière. Mais je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux parce que tu sens qu'ils en avaient marre, qu'ils étaient à bout, et du coup, hop là, on lâche la pression. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Jason X. C'était très sympathique dans ces 15 dernières minutes. Je le recommande si vraiment vous vouliez taper un fou rire. Mais voilà. C'est à peu près tout. Ça pue les années 2000 aussi, si vous adorez les années 2000, tout ce qui est Milla Jovovich Prime complètement sous LSD de Marissou, je sais pas, la lean, un gros gobelet de lean à base de Marissou cliché. Voilà, il y a ça dans le film, c'est génial. Regardez-le, ne serait-ce que pour ces 15 dernières minutes. Très fun.
Et parlons maintenant de K-pop Demon Hunter. Et oui, parce que oui, c'est pas sorti ce mois-ci, que je dise pas de bêtises, mais en tout cas, je l'ai vu début juillet, et je voulais en parler parce que je trouve que c'est un film, faut en parler. K-pop Demon Hunter, c'est un très bon film, c'est un super film, vous pouvez le montrer à vos gosses, ça va être génial. Il y a une VF qui est pas dégueu, mais dont je vais revenir dessus plus tard, parce que il faut que j'en parle aussi de la traduction des musiques et même du mixage son. Donc K-pop Demon Hunter, c'est du coup, on s'est dit, on va prendre de la K-pop, des démons, et on va en faire un putain de bon film. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont galéré à le faire. Et ça, tu le ressens. Tu ressens qu'il y a des gros problèmes de production pour le film. Parce que, en gros, tout le film se passe très très bien, tout ça, mais vers la fin, vous aurez remarqué que c'est toujours vers la fin qu'il se passe un truc. Hein. À la fin du film, les problèmes se règlent trop vite, sans aucune explication. Les persos se réconcilient trop vite. J'ai l'impression de voir une parodie de film sur l'amitié. C'est assez décevant et le film se retrouve à être frustrant en fait. Voilà. Et c'est très dommage parce que le film est vraiment bon pour un film qui s'appelle K-pop Demon Hunter. Ils ont de très bonnes musiques, très entraînantes, très K-pop. Si vous aimez la K-pop, vraiment, vous allez reconnaître la K-pop, effectivement. Oui, bravo, vous êtes des champions, mesdames et messieurs. Mais voilà, il a tout pour être un très bon film. L'animation, l'humour est vachement drôle. Ça, vraiment, je dois le reconnaître, l'humour était vraiment très très drôle durant le film. Mais voilà, cette fin, ces problèmes de production se ressentent un peu trop sur le film. Par exemple, je vais prendre un exemple vite fait, mais à la fin, l'héroïne va voir sa tante qui l'a élevée pour essayer d'être rassurée. Le souci, c'est que la tante tient le même discours qu'elle a depuis le début, mais tu ressens rien. Tu ressens rien, genre... Oui, c'est super intriguant, c'est super original de faire un personnage qui vraiment assume son racisme jusqu'au bout. Mais c'est littéralement ça, elle est raciste. Mais ça n'a pas tant d'impact que ça parce que c'est un personnage qu'on a vu 2 fois dans un flashback. Et les flashbacks duraient vraiment genre même pas 1 minute. Donc quand tu vois le personnage à la fin du film, où c'est un personnage qui du coup semble être important, bah tu te souviens pas de qui c'est, tu arrives pas à faire le rapprochement. Et ça c'est un exemple du coup des soucis de K-pop Demon Hunter. Mais après voilà, regardez le film, il est vraiment très bien, cependant regardez-le en VO. Oui je sais, pour moi qui adore la VF, regardez-le en VO. Malgré le fait que certains doubleurs VO soient nuls à chier, je pense notamment au chanteur principal des Soda Pop, là je sais plus comment ça s'appelle, qui est bon chanteur mais très minable en tant que comédien. Et même le Roi Démon qui est absolument exécrable en tant que doubleur VO, voilà. Et la VF règle ça parce que on est d'excellents artistes en fait, on est d'excellents doubleurs, on est d'excellents comédiens de doublage. Mais le souci de pourquoi faut le regarder en VO, c'est les musiques. Parce que la VF a eu la très mauvaise idée de traduire les musiques et d'écouter les distributeurs. Donc ce qui fait qu'on a des musiques mauvaises, faites à la va-vite, et qui, si vous avez écouté Your Idol en VF, vraiment, le mixage son, dites-moi si je suis pas fou, mais le mixage son est immonde. Je ne veux pas être le seul à penser ça. Enfin bref, K-pop Demon Hunter, c'est un film que je recommande, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est un film que je trouve très frustrant et dont les problèmes de production se ressentent énormément sur la fin du film. Et c'est très dommage parce que ça en fait un film frustrant alors qu'il aurait pu être absolument parfait. Mais alors, qu'en est-il des sorties ciné de ce mois de juillet ? Eh bien c'est très simple, on va commencer tout de suite avec un film que j'ai beaucoup apprécié et qui est 28 ans plus tard. Alors, 28 ans plus tard est la suite d'une trilogie qui était composée du coup de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et maintenant avec 28 ans plus tard qui lui marque la fin d'une première trilogie, mais surtout le début d'une nouvelle. Donc il s'inscrit vraiment dans une franchise. La saga est en train de devenir une franchise à part entière cinématographique. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ?
je ne suis pas un grand fan de films de zombies. Je n'aime pas beaucoup ça, j'ai jamais été très affriolé. Genre, tu me dis, il y a un zombie dans le film, ça me refroidit. J'ai pas trop envie de le voir. Mais 28 ans plus tard, ce qui m'a poussé à aller le voir, c'est que j'avais des places gratuites. Oui, je suis un rat. Mais surtout, je suis allé le voir avec un pote qui est très très fan du genre zombie. Il consomme beaucoup The Walking Dead, World War Z, c'est un de ses films favoris, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui faire un cadeau. Je vais aller avec lui, on va voir le film. Que ne fut-il pas ma surprise lorsque je me suis retrouvé devant un film que j'aime beaucoup. J'ai jamais vu 28 jours plus tard, j'ai pas vu 28 semaines plus tard, mais 28 ans plus tard, j'ai beaucoup apprécié. Déjà, j'ai compris l'univers, ce qui est vraiment très apaisant pour un film qui s'inscrit dans une trilogie, parce que tu comprends l'univers, et en fait, de ce que j'ai compris, bah, c'est pas la suite des autres. C'est, en fait, ils ne se suivent pas directement, l'univers est le même, mais c'est plus des espèces de spin-off entre eux. Voilà. Et 28 ans plus tard est absolument génial. C'est un film de cinéma que j'ai vu. Au cinéma, il est éclairé comme un film de cinéma. Il essaye des techniques que tu n'essayes qu'au cinéma. C'est un film qui sent bon. C'est un espèce de burger où on tente des trucs dedans. Et on le fait bien. Parce que non seulement le film m'a plu, aussi parce que il possède des thématiques qui me sont chères. Par exemple, celle du deuil et celle de la relation avec le père, ce sont des thématiques qui me plaisent beaucoup quand je regarde un film. Mais ce que j'ai préféré vraiment dans ce film, c'est la manière dont sont traités les zombies. Ils ne sont pas traités comme des zombies, c'est pas des monstres clichés, c'est pas les zombies clichés que t'as de Romero, de World War Z et tout, alors que c'est quand même 28 jours plus tard qui a inscrit le fait de faire courir des zombies. Un concept à la con, hein, mais c'est lui qui l'a inscrit. Et là, 28 ans plus tard, renouvelle son concept. Toujours en nous faisant perdre nos repères moraux vis-à-vis de ces zombies. Est-ce que, au final, les zombies, c'est vraiment une maladie qui nuit à la société, ou est-ce que ce serait pas une nouvelle forme de vie, une espèce d'évolution ou même de régression génétique? Mais dans tous les cas, il essaye de te montrer que les zombies, c'est une nouvelle espèce, certes très dangereuse, mais avec laquelle il faut apprendre à vivre. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il réinvente le genre. Mais après, ce que j'ai aimé aussi, c'est la fin du film, qui est encore une fois frustrante. Oui, je sais, il y a beaucoup de films qui sont frustrants ce mois-ci, parce que il arrive à un moment où t'as l'impression que ça va vraiment démarrer, ça se transforme en Power Rangers. Alors, j'adore l'hommage au Super Sentai qui est fait dans cette scène, mais ça se finit là-dessus. Donc en fait, tu finis sur un truc qui n'a aucun sens. J'ai appris du coup plus tard que c'est le début d'une trilogie en fait, 28 ans plus tard, et ça, si j'étais allé voir si j'étais sorti du cinéma en sachant ça, j'aurais peut-être été moins frustré. Maintenant, je le sais, vous le savez, je vous recommande beaucoup ce film si vous aimez le cinéma de zombies, et même si vous aimez le cinéma tout court, parce que c'est très rafraîchissant. C'est pas un film transcendant, mais c'est très rafraîchissant, notamment pour les sorties qu'on a eu ce mois-ci. Voilà, et je pense honnêtement que je crois c'est le deuxième film que j'ai le plus apprécié ce mois-ci. On va parler plus tard du film que j'ai le plus apprécié, vous inquiétez pas, je vous le dirai. Cependant, le film n'est pas exempt de défauts. Il en possède un, j'ai l'impression que les échelles du film n'ont aucun sens. Elles changent constamment. Et c'est très dommage parce que ça te fait sortir du film et tu te questionnes très souvent. Ouais, mais putain, mais ça avait l'air beaucoup plus proche là. Pourquoi il met aussi longtemps alors qu'il a pas mis si longtemps tout à l'heure et tout. Genre, regardez le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais voilà, allez voir le film, même juste pour sa fin, ça vaut le coup. Et la scène où ils arrivent dans l'espèce de tombeau, dans cette espèce de temple. Dédié aux morts, faut regarder le film. Juste pour ça. Vraiment, visuellement, c'est magnifique. Les acteurs sont tous 10 sur 10. Aaron Taylor-Johnson a un petit rôle, j'espère qu'il en aura plus parce que j'aime beaucoup cet acteur. Et depuis Nosferatu, j'ai l'impression qu'on lui pisse à l'arrêt. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve comme le film suivant. Jurassic World Rebirth, mesdames et messieurs. Et oui, Jurassic World Rebirth, fallait bien que j'aille le voir. Je l'ai vu en plus avec ma mère.
Putain, faut qu'ils arrêtent. Alors qu'on est des publics quand même assez faciles, je trouve. Faut qu'ils arrêtent, vraiment. Mais on va parler un peu de la saga Jurassic World avant de finir sur Rebirth. Alors, Jurassic World 1, c'était cool. C'était la promesse de renouveau de la saga. On ouvre le parc. Ok, trop bien. Hop, nouveau dinosaure. Ah, trop bien. J'ai revu le film il y a pas longtemps. Le film n'a pour lui que le fait que le parc soit ouvert. Donc en fait, le film Jurassic World n'a pour lui que un énorme doigt d'honneur au tout premier Jurassic Park. Ouais, parce qu'ils l'ont ouvert quand même le parc. On passe à la trappe tout ça, mais il y a quand même quelqu'un qui a donné l'avare pour faire ce film et je vais en parler. Ensuite, il y a eu Jurassic World 2, je sais plus comment il s'appelle, de Destroy Kingdom, mais Couille Kingdom. En tout cas, c'est un film nul, mais dont le réalisateur a senti que ça allait être très nul, alors il s'est dit, ben, je vais en faire un film beau. Et du coup, le film est très beau visuellement, il regorge d'idées visuelles, et il exploite très bien les dinosaures dans le film, ce côté horrifique, tu vois. Mais en fait, c'est jamais assumé jusqu'au bout, t'as l'impression vraiment que on a mis des barreaux autour du film pour dire non, c'est une suite. Et c'est très énervant parce que le film, je pense, aurait pu être sûrement un des meilleurs de la saga et se retrouve à être un des pires. Donc en fait, c'est juste un étron un peu plus joli que les autres étrons. Et c'est très dommage. Mais ensuite arrive Jurassic World 3, c'est une merde, c'est à chier. Et ensuite, il y a Jurassic World Rebirth. Oui, je ne dirai rien sur le troisième. Jurassic World Rebirth, du coup, c'est un énorme caca. C'est pire que le premier Jurassic World, quoique je pense pas que c'est pire que le premier Jurassic World, mais on est au même niveau. Par contre, c'est mieux que le troisième. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est très facile. Jurassic World 3, c'est quand même un des pires films que j'ai vu de ma vie. Pour vous dire. Et donc, Jurassic World Rebirth, je vais au cinéma, je le regarde et tout. C'était ce monstre extraterrestre là ce dinosaure un peu extraterrestre qui me hypait, qui me donnait très envie quand même de découvrir. Je voulais savoir, parce que moi je partais du postulat que c'était un soft reboot. C'est qu'on n'allait pas... C'était différent de ce qu'on a eu de Jurassic World 1, 2 et 3. On repartait sur une nouvelle trilogie. Et du coup, quand j'arrive dans la salle et que la première scène du film, c'est littéralement des espèces d'expériences ratées, je me suis dit, oh putain, c'est pas des nouveaux dinosaures, enfin, ça va être ils ont compris qu'ils faisaient de la merde avec, ça va être des clonages foirés, il y a toute une île de dinosaures foirés, ça va être trop bien. La scène suivante, ouais, du coup, c'est une île sur laquelle on a foiré les clonages, yes! Mais du coup, c'est des clonages de nouveaux dinosaures qu'on voulait faire à la base, ah putain, tu vois. Donc, on se retrouve avec un dinosaure absolument fabuleux qui a tout pour être le dinosaure le plus horrifique du monde, que tu vois 3 minutes dans le film. Tu n'as pas le temps de le diriger en tant que menace. Tu le ressens pas. Le T-Rex, il y avait ce sentiment de menace dans le premier Jurassic Park. Il savait le faire. Par contre, il est super bien introduit. Je trouve que la manière dont il est filmé, même tout ce qui l'entoure, ce dinosaure, c'est très bien. Mais c'est pas plus exploité parce que ça dure 3 minutes. Et c'est insupportable. Le film, je pense, dès la deuxième scène, donc là où les personnages principaux sont introduits, tu sais qui va mourir, qui va survivre. Le méchant, tu sais qui c'est, il pue le méchant. Et surtout, merde, la famille, pourquoi ils servent à quoi dans le film? Ils servent à rien. Le film serait exactement le même s'ils étaient pas là. Il rajoute plus de durée à notre souffrance. Il y a que le papa qui est un peu intéressant. C'est même le seul perso un peu cool du film. Le reste ne sert à rien. C'est affreux. Ils auraient pu essayer de nous surprendre, vraiment, de faire un truc différent. Ils sont restés sur le même postulat. C'était de la merde. Voilà. Jurassic World Rebirth, c'est de la merde. J'en suis désolé pour tous les fans de la licence. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que la première chose que tu vois affichée au générique, c'est produit par Spielberg. Tu continues de donner l'avare pour saccager ta saga. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, il est bon, mais merde, il a pas le droit de dire que le cinéma c'est plus le même qu'avant quand tu produis, quand tu aides
à produire ce genre de cinéma. Mais passons à une note beaucoup plus positive puisqu'on va parler de Superman. Alors, Superman de James Gunn, c'est un film que j'attendais vraiment beaucoup. C'est, pour vous dire, c'est le film que j'attendais le plus cette année avec le Frankenstein de Guillermo del Toro. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est pas une réussite? Bah, je vais d'abord vous parler de pourquoi c'est le film que j'attendais le plus. James Gunn, c'est un réalisateur qui est excellent. C'est un réalisateur qui a vraiment sa patte, qui sait raconter des histoires, qui sait parler de beaucoup de personnages à la fois. C'est lui qui a réinventé le MCU. Et ensuite, quand il annonce qu'il va réaliser Superman, je me dis, il y a Man of Steel et tout, là, les fans de Snyder et tout, ils vont pas trop kiffer, parce que, faut le savoir, Snyder, je trouve que ce n'est pas un bon réalisateur. Alors, c'est un artiste, tu peux être un artiste et pas être un bon réalisateur, genre ça existe. Et il y a, genre, Transformers qui existe. Michael Bay est un artiste lui aussi, il a réalisé tous les Transformers, il a vraiment sa patte, il a sa manière d'écrire les films, sa manière de raconter l'histoire, sa manière de filmer, d'éclairer, mais c'est pas un bon réalisateur les gars. Et ben Snyder, c'est la même, c'est pas un bon réalisateur, mais il a ce côté artistique. La Snyder Cut, c'était pas bien, Man of Steel, c'était très cool, Batman vs Superman, c'était pas si bien que ça, même sa version longue n'est pas si bien que ça. C'est Snyder, c'est pas bien. Mais Man of Steel, je dois avouer qu'il y avait une certaine patte. Alors quand James Gunn dit ouais, je vais réaliser un film Superman, Snyder et James Gunn, c'est pas du tout les mêmes types. C'est pas du tout la même vision d'artiste. Ça va être très différent, je le sens. Je me dis, il y a moyen qu'on ait un vrai bon film Superman. Peut-être même meilleur que certains comics. Et alors forcément, quand James Gunn dit que qu'il va adapter All Star Superman, moi je me dis, le mec est juste très bon. Ça va être le meilleur film Superman. Et je me suis pas trompé. C'était vraiment absolument phénoménal. J'avais les larmes aux yeux dans la salle. Parce que je suis un très gros fan de comics. Ça, c'est pas un secret du tout. J'aime beaucoup les comics. Mon comic Superman préféré, c'est du coup All Star Superman. Pourquoi est-ce que c'est mon comics Superman préféré? Parce que c'est celui qui parle le mieux de ce qu'est Superman. Beaucoup de gens disent « Ah, c'est un boy scout, c'est un boy scout ». C'est beaucoup plus important que ça. Superman, c'est l'espoir, c'est le premier des super-héros, c'est lui qui va donner le change, c'est lui qui va dire ce que doit être un super-héros, ce qu'il doit représenter, et il est marqué par ce symbole en gros sur son torse, le S qui a été retcon, qui maintenant signifie espoir, mais ça a du sens que ceci signifie espoir. C'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il doit véhiculer, il doit sauver tout le monde, même le petit écureuil, parce que c'est ce qu'il est. Et je trouve ça génial que dans le film, ce soit absolument parfait, que ce soit très bien retranscrit. James Gunn a parfaitement compris le personnage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le fait que Superman soit, ouais, il est un peu plus dark et tout, c'est intéressant, nanana, nanana. Mais le seul bon comics où Superman est méchant, c'est Red Son. Superman Red Son. Et je vais vous en parler pour que vous puissiez comprendre après. Mais voilà, pour vous dire, Injustice, niveau histoire, c'est pas si ouf que ça. Le fait que Superman devienne méchant parce que Lois Lane est morte, non, je suis désolé, non, c'est pas bien. C'est pas une bonne adaptation. Vous n'avez pas compris le personnage de Superman. Lois Lane n'est pas une part humaine de Superman. Superman est plus humain. Il montre ce qu'est être humain aux humains. Il est là le personnage. Et c'est exactement ce qui se passe chez James Gunn. Il montre ce que doit être le personnage, ce qu'il doit véhiculer, ce qu'il cette scène à la fin où Jaranpur se fait envahir et où t'as des enfants qui brandissent un drapeau avec du coup cet espoir, ce symbole d'espoir au sommet en appelant Superman. Ce n'est pas Superman qui vient, puisqu'il a autre chose, puisqu'il a un problème, un dilemme. Eh bien ce symbole, il inspire d'autres super-héros, et c'est ces autres super-héros qui vont venir sauver le Jaranpur à ce moment-là. Parce que le symbole Superman est juste le porteur de ce symbole. Voilà. Alors il se doit au mieux de le porter. Il fait tout ce qu'il peut pour bien le porter. Et James Gunn, il fait un film parfait sur Superman. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou d'avoir réussi. Parce que là, Snyder, lui, se dirigeait beaucoup plus vers un Superman assez edgy. Genre la scène où le Parlement explose. On souffle quoi. On souffle. Pour le fan de comics, tu souffles. Genre, et surtout, de ce que j'avais compris avec la Snyder Cut, les visions du futur et tout, se diriger vers un Superman qui, en fait, a perdu Lois et qui, du coup, devient méchant. Mais non, ça n'a toujours pas de sens. Ce qui fait que Superman est bon, c'est la manière dont il a été élevé. Il a été élevé par des gens qui lui ont appris à être bon, à être honnête, à être une
personne aimante. Superman, c'est un peu les prémices de la perfection qu'est Spider-Man, faut se le dire aussi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et cette grande responsabilité, elle va jusqu'à aider la petite vieille à traverser la route, ou même juste sauver un écureuil. C'est pour ça que Spider-Man est mieux que Superman, parce qu'il a eu le temps de mûrir cette idée, et de mieux le représenter, de baisser cette échelle à une échelle de quartier, d'araignée sympa. Et c'est pour ça que je trouve Superman ça magnifique, c'est qu'il a inspiré littéralement c'est la base de tout ce qu'est un super-héros. Voilà, et James Gunn a fait ce que doit être un film de super-héros. Grand bravo à James Gunn. Et ensuite, pour être beaucoup moins sur les morales, les choses comme ça, le film a des défauts. Je pense notamment aux effets spéciaux, c'est un truc qui est inhérent aux films hollywoodiens actuellement. Il y a une énorme crise des effets spéciaux et tous nos soutiens à ces gens-là. Voilà, je pense que vraiment on peut passer outre le fait que les effets spéciaux soient un peu dégueulasse à certains moments. Comme autre défaut, le film est un peu long, il y a certaines scènes qui ne servent à rien, certaines même qui se répètent, c'est très dommage. Mais en tout cas, sachez-le, on a le meilleur Superman, le meilleur Crypto, la meilleure Supergirl, déjà la meilleure Supergirl, les gars. En tout cas, quand on me dit que le prochain film, Supergirl, va adapter Woman of Tomorrow, et au vu de ce que on aperçoit dans le film Superman, ça va être génial. Je me dis que la relation qu'elle va avoir avec Lobo va être ouf. Ça va être ouf, on va avoir un bon Lobo. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Parce que pour fan de comics que je suis, ben, je m'imagine déjà ce que ça va être et ça va être génial. Ça va être trop bien et que ça va faire un énorme doigt aux fans de Snyder, ce qu'il mérite de temps en temps. Hein. Vraiment, sortez-vous les doigts du cul et il est un peu temps. Parce que non, le monde n'est pas sombre et il a même besoin de beaucoup de couleurs. Donc, merci James Gunn de ce que tu as fait avec Superman. Mais bien entendu, Superman était en concurrence avec un autre film. Je vais parler des 4 Fantastiques. Alors, les 4 Fantastiques, c'était bien. C'était mieux que Thunderbolt. Mais j'ai l'impression que les 4 Fantastiques n'a de meilleurs films, les 4 Fantastiques, le simple fait que ce soit le plus potable, en fait, des 3. Des 4. Et 4 films, 4 Fantastiques, quand même. Non, 5, oh là, je suis con, moi. Ça veut pas dire qu'il est incroyable, mais il est bien. Le film est... Je vais reprendre l'exemple du burger, mais c'est un espèce de burger dans lequel il y a tout au bon endroit, mais il n'y a pas de sauce et pas de gras. Sauf que moi, quand je mange un burger, j'aime bien qu'il soit gras, les gars. Il manque de consistance. Alors, je vais dire tout de suite, avec les meilleures qualités du film, qui sont vraiment de très bonne qualité, Johnny Storm, je n'aurais jamais pensé dire ça de ma vie. Johnny Storm, meilleur personnage des 4 Fantastiques, voilà, c'est absolument inimaginable. Jamais j'aurais pensé que j'aimerais être Johnny Storm. C'est le meilleur personnage du film. Ensuite, la surfeuse d'argent, qui est très pertinente et qui regorge d'idées. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris la surfeuse d'argent et ils se sont dit « Ah, mais on pourrait faire ça avec elle. Ah, mais ce serait cool de faire ça. Ah, ce serait super stylé de faire ça. Ah, ta. » Ils ont plein d'idées autour de la surfeuse d'argent et ils l'ont fait. Ils sont allés jusqu'au bout. Et ensuite, Galactus, c'est un 10 sur 10. Galactus, il est parfait. Il est absolument parfait. Je ne veux plus qu'il bouge. Je veux que ce soit ce Galactus pour le reste de ma vie, d'accord ? C'est une vraie menace. Il remet en cause les héros. Tout ce qu'on attend d'un Galactus, quoi. D'être une menace inarrêtable. Donc voilà. Mais après, le film a des effets spéciaux dégueulasses. Vraiment, c'est pas beau. La lumière du film, j'ai l'impression de voir un film Disney+. Voilà, un film qui a été fait pour passer sur Disney+. Et c'est un truc qui arrive à beaucoup de films aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, pour 28 ans plus tard, je vous disais, c'était agréable de voir un film filmé comme un film de cinéma. Les 4 Fantastiques ne l'est même pas. Il est filmé comme si on allait le sortir sur une plateforme VOD. C'est très très chiant. C'est peut-être ce qui m'a le plus gêné en vrai dans le film. Ensuite, il a un problème de rythme. Comme avec tous les derniers films du MCU, il a un problème de rythme. Les Thunderbolts, c'était très long à démarrer. Là, ils savent quoi faire de leur perso, même si le Reed Richards, je suis désolé, j'aime beaucoup Pedro Pascal, mais tu es nul. Et Susan Storm, elle est... Donc la femme invisible, elle est très bien tout le long du film. Il y a des arcs qui sont intéressants, qui sont à peine explorés, et il y a un moment, elle se contredit. Pourquoi avoir fait ce moment-là ? Pourquoi ne pas être resté comme on était parti ? Genre, on était sur une bonne base. Pourquoi on part en couille vraiment dans les 5 dernières minutes ? Pourquoi on part en couille avant le climax ? Surtout si c'est pour qu'au climax, on revienne au truc cool. Genre, c'est chiant. C'est fait juste pour faire avancer l'histoire. On l'a fait régresser pour faire avancer l'histoire. Et c'est dommage.
Il y aurait plein d'autres manières de le faire, mais non, ils ont choisi la manière facile qui se contredit. Et c'est très dommage. Pour ceux qui ont vu le film, peut-être que vous comprendrez de quoi je parle. Ensuite, Ben Grimm, donc la chose, The Thing, c'est une déception. C'est le perso des 4 Fantastiques le plus intéressant, celui qui a les meilleurs arcs narratifs avec Susan Storm. Et en vrai, maintenant avec Reed Richards dans les comics, mais là je suis en train d'ouvrir une énorme parenthèse, Reed Richards il a les meilleurs arcs en vrai là en ce moment. Mais à cause de tout le délire autour du créateur, mais du coup c'est plus vraiment Mister Fantastic, c'est... Enfin bref, la parenthèse va partir en couille si on part sur les comics récents. Susan Storm qui a des pouvoirs complètement fumés, mais sachez-le, beaucoup moins fumés que dans les comics. Elle aurait pu faire disparaître la planète, voilà, elle est tellement plus fumée que ça dans les comics, elle a vraiment le pouvoir de tuer des Célestes. Donc non, le film était vraiment cool, si vous voulez allez le voir, ça fait beaucoup de bien d'avoir des 4 Fantastiques bien adaptés. Donc on finit quand même un peu sur cette note un peu dramatique, mais bon, si je peux remettre une note positive, le meilleur film que j'ai vu ce mois-ci, c'était effectivement Superman de James Gunn. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était un nouveau format, n'hésitez pas du tout à dire ce que vous en pensez, ça me ferait beaucoup... Mais genre ça m'informe de savoir si oui ou non je continue de faire ça, parce que ça me prend pas beaucoup de temps, ça donne du contenu quand je peux pas en faire, et ça me plaît de parler de cinéma sous toutes ses formes, que ce soit en improvisation, que ce soit en l'écrivant, et même niveau montage, ça me demande beaucoup moins d'efforts, en sachant que je galère avec le montage, je suis vraiment pas bon, n'hésitez pas à le dire, à lâcher un commentaire, même un petit like. Les Oncos 2, je vais vous parler des Oncos 2. Oncos 2, il y en a 2 qui sont prévus, SOS Fantôme l'héritage et Dragon. Lequel sortira en premier, je ne sais pas du tout. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse apprécier votre vie. N'hésitez pas à me recommander des films aussi, j'aimerais beaucoup découvrir des films. Ah du coup bisous.